Bonjour à tous, depuis Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, dans les salons du 25, un magnifique endroit où j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Kester pour son premier roman Au-delà des ombres, paru aux éditions 180 degrés. Bonjour Sophie. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Mais c'est avec grand plaisir parce que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt ce roman déjà depuis quelques mois et je brûlais d'envie d'en discuter avec vous. Alors, pouvez-vous, pour nos auditeurs, en dire un peu plus et nous parler un peu de l'histoire et de pourquoi vous avez écrit ce roman, ce premier roman? Alors l'histoire, c'est l'histoire d'Émilie, une jeune mère célibataire un peu perdue qui, pour se faire engager dans une société, ment sur ses diplômes. Et du coup, elle se retrouve un petit peu dans un univers qu'elle connaît mal, qu'elle maîtrise mal. Mais assez vite, elle va se rendre compte qu'il se passe des malversations financières, elle va en avertir le grand patron, et puis tout va basculer. Alors pourquoi j'ai écrit cette histoire? En fait, au départ, je ne pensais pas spécialement écrire un livre. J'étais en train de rédiger une thèse de doctorat en sciences politiques. Et pour moi qui ai toujours adoré écrire, l'écriture d'une thèse était vraiment douloureuse parce que quand on écrit une thèse, c'est très très cadré, c'est très millimétré, il faut gommer absolument toute émotion. Et c'était vraiment un exercice compliqué pour moi et donc sur le côté, j'ai eu besoin de créer un monde, un univers où je pouvais lâcher mon écriture, être dans l'émotion, dans la passion, etc. Est-ce qu'on peut envisager ça comme une échappatoire ou plutôt comme une discipline complémentaire de votre thèse? Je pense que c'était un palliatif. C'était comme le médicament qui me maintenait dans l'exercice et qui me permettait de continuer. Parce que sans ça, sans une écriture à côté qui me correspondait plus, je ne sais pas si j'aurais réussi à aller au bout. En tous les cas, moi j'ai beaucoup apprécié votre prose qui est très fluide, très coulante. Et on est vraiment happé du début jusqu'à la fin, si je puis dire. Et votre livre est scindé en 40 chapitres. Ça paraît beaucoup, mais ce sont des chapitres assez courts et qui sont très bien agencés de façon à ce que on tourne les chapitres comme on tournerait une page et on avance vraiment progressivement bien dans l'histoire. On est pris aussi par les personnages et tout l'aspect psychologique qu'ils contiennent. Et c'est une histoire aussi qui est très riche en valeurs féminines et en personnages féminins. Quelle est la raison pour laquelle vous avez tant mis en valeur ces 10 femmes? Parce qu'il y a une fille, Sophia, et puis 10 femmes dont vous parlez très régulièrement dans le livre. Oui, je ne savais pas qu'il y en avait 10, vous me l'apprenez, mais en effet, c'est un roman de femmes. C'était tout à fait une volonté. Bon, quand j'ai fait mon doctorat en sciences politiques, c'était un doctorat en études de genre, donc évidemment c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. On était en 2016, donc avant le mouvement MeToo, à un moment où le mot sororité, par exemple, était vraiment cantonné au milieu académique, on n'était pas du tout connu. Mais j'avais vraiment cette volonté d'asseoir des personnages féminins forts dans un milieu masculin où on ne les attend pas forcément, puisqu'on va être dans des montages financiers, le monde de la construction internationale, les chantiers. Et j'avais aussi envie de casser un petit peu le cliché du prince charmant où les femmes vont s'en sortir grâce à un homme. Ici, j'avais vraiment envie que les femmes s'en sortent entre elles. Entre elles, avec une grande solidarité. Oui. Ce sont des femmes aussi qui sont la plupart diplômées et qui travaillent. Emma, la plus grande amie d'Émilie, est le personnage le plus fantasque et le plus exubérant. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Alors Emma, c'est l'amie d'enfance d'Émilie qui a cette particularité d'avoir grandi dans une famille extrêmement riche, mais extrêmement absente. Et face à l'absence de ses parents, face à leur manque
de reconnaissance et de présence, elle a besoin un peu de capter la lumière. Et donc, elle est tout à fait exubérante, tout à fait fantasque. Évidemment, grâce à ses moyens, elle a aussi le luxe de pouvoir se permettre la vie dont elle a envie, qui est une vie assez désorganisée, assez... voilà, selon son humeur, ce qui lui permet aussi d'être très présente pour Émilie, qui donc s'occupe seule de sa fille, et Emma est en fait sa babysitter attitrée. Évidemment, vous parlez beaucoup de personnages féminins, mais il n'y a pas que ça dans le livre. Il y a à un moment donné toute une enquête, et cette enquête va voyager dans plusieurs pays, et de différentes façons, sur des escroqueries et des fraudes à grande échelle, des malversations. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela, parce que c'est un sujet qui est tellement d'actualité avec tout ce qu'on a connu au Qatar, et vous parlez d'exploitation d'ouvriers. Oui, alors évidemment, on en a beaucoup entendu parler avec la Coupe du Monde, mais c'est évidemment un sujet qui est bien antérieur à ça et que j'avais rencontré via mes études, je pense, qui m'avait beaucoup touchée sur tout ce qui se passait sur ces chantiers internationaux, les visas et les passeports qu'on supprime aux ouvriers, leur impossibilité à créer des syndicats. Tout ça m'avait fort ébranlée. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Et quand je cherchais un milieu justement un peu masculin, professionnel, où faire évoluer Émilie, j'ai choisi de la poser là-bas, et ce qui me permettait de parler de tout ça aussi. Alors, je voulais vous faire lire un passage, après avoir parlé d'abord du personnage d'Émilie, qui est quand même une mère célibataire, mais qui est très battante, et qui va surtout compter sur l'appui de ses bonnes amies, ses 3 meilleures amies, mais aussi d'une vieille dame anglaise. Vous pouvez me parler de Suzy, cette charmante dame septentenaire qui vit dans le Cotswolds, plus précisément dans le village de Folks, dans une région vraiment charmante d'Angleterre. Et là, on sent que cette région est presque un personnage aussi dans votre roman. Oui, oui, absolument. Quand j'ai écrit ce livre, donc j'étais ici à Bruxelles dans les bâtiments de l'ULB, derrière nous, à 20 mètres d'ici. Et j'avais besoin de m'évader. J'avais vraiment, voilà, comme je le disais, comme je ne voulais pas spécialement écrire un livre, j'ai d'abord commencé à écrire pour moi, parce que j'avais besoin d'évasion aussi, et cette région d'Angleterre, les Cotswolds, me faisait vraiment rêver. Donc j'ai décidé de placer une bonne partie de l'histoire là-bas. Et là-bas vit donc Suzy, qui est la vieille dame qui tient un gîte dans lequel Émilie va séjourner. La tanière. La tanière, exactement. Et les deux femmes vont vraiment se lier d'amitié. Suzy va un petit peu représenter la mère en fait, qu'Émilie n'a jamais eue, puisqu'elle a été abandonnée par sa maman tout bébé. Et Suzy est aussi celle qui va un petit peu bousculer Émilie, qui, parce qu'elle a un passé fait de culpabilité aussi, va un petit peu essayer de vouloir éviter ça à la jeune femme et la bousculer pour la faire entrer vraiment dans l'enquête et essayer de trouver ce qui est arrivé. Alors j'avais envie de vous faire lire ce passage que j'ai trouvé très représentatif de aussi la faiblesse que peut avoir l'héroïne, parce que c'est une femme forte, mais malgré tout, elle reste humaine. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me lire ce passage-ci? Oui, donc c'est un passage qui a lieu après un drame. Donc, on ne va pas en dire plus. Non. Alors, doucement, elle reprenait pied et affrontait son quotidien comme on part au front, mécaniquement, sans réfléchir, surtout ne pas réfléchir, sourire et enchaîner les gestes les uns derrière les autres. Mais le soir tombé, après avoir couché Sophia, Émilie se retrouvait hébétée sur le canapé. Dans le silence de la nuit, elle ne savait comment combler ses vides, apprivoiser ce temps qui semblait vouloir s'étirer à l'infini. Longtemps, elle avait erré, désorientée, perdue dans sa propre vie. Et puis, doucement, petit à petit, le sourire de sa fille avait ressuscité le sien, et ses amis, à force de mots doux, étaient parvenus à la sortir de chez elle. Sur la pointe des pieds, la solitude avait fini par s'éloigner.
Elle n'oubliait pas, elle n'oublierait jamais, mais elle avançait. Très beau passage que j'ai trouvé émouvant et représentatif finalement des doutes que l'on peut avoir tout un chacun. Je vais peut-être maintenant passer aux personnages masculins parce qu'il faut un peu parler d'eux. Nous avons différents personnages masculins, dont un père très, on ne va pas dire manipulateur, mais qui veut tout orchestrer, c'est François Marin, le père de Frédéric, le personnage principal, qui au fond met son fils sur des rails après avoir échoué après son autre fils aîné, Charles. Et je trouve que Frédéric a l'air de souffrir dans tout ce livre. Il souffre de ce père un peu manipulateur, on pourrait dire, et d'une situation qu'il n'a pas voulu et d'un mariage qui a été arrangé. Vous pouvez me parler de ce mariage arrangé, s'il vous plaît? Oui, donc Frédéric a la particularité d'être un enfant né hors mariage, que le père va très longtemps mettre sur le côté, qu'il ne va pas reconnaître, jusqu'à ce que son aîné se révèle être quelqu'un de tout à fait incapable, en tout cas incapable pour les affaires. Donc il va aller rechercher ce second fils qui est finalement très très content d'avoir enfin la reconnaissance de son père et qui est prêt du coup à tout accepter, dont un mariage avec un de ses richissimes amis, mais un mariage qu'il n'a jamais voulu, dans lequel il n'a jamais été heureux. Oui, et son épouse, on le verra à la fin du roman, a souffert de cette situation terriblement et s'est réfugiée très fort dans l'amour de ses deux fils. C'est la seule chose qui l'a maintenue dans le droit chemin, si je puis dire, parce qu'elle avait tout pour, ayant un mari qui ne l'aimait pas, pour avoir des aventures sur le côté, mais apparemment elle résiste à cela et la morale est victorieuse et finalement surtout son sentiment de mère de famille qui veut garder la boutique en place, en bon ordre, si je puis dire. Oui, mais la morale, elle va quand même avec le meilleur ami de son mari. Oui, pendant... oui. Donc, oui, par dépit, par dépit. Oui, oui, par dépit. Mais elle aurait pu partir avec lui. Tout à fait. Voilà, donc, oui, c'est une femme profondément malheureuse. Oui. Exactement. Alors, je voulais un peu vous faire parler de Jared Ashton, qui est terriblement jaloux de Frédéric et qu'il a connu depuis l'adolescence. Et il va œuvrer vraiment une vengeance terrible. Oui. Sans en dire trop pour l'histoire, mais on pourrait parler plutôt de ce rapport de haine qu'il a vis-à-vis de Frédéric. Oui, c'est un personnage qui, depuis qu'ils se sont rencontrés très jeunes, a voulu profiter un petit peu de l'aura de Frédéric, qui, malgré qu'il soit un petit peu mis sur le côté par son père, était quand même très très riche, assez beau, assez costaud, même physiquement il était très bagarreur, donc on ne l'approchait pas trop. Et Jared a voulu se mettre dans son ombre pour être lui-même protégé, et en même temps l'a toujours extrêmement jalousé. Et puis c'est une jalousie qui a été nourrie quelque part par aussi l'attitude de Frédéric, qui est quand même un être un peu froid, un peu ambitieux. Et la jalousie va aller très très loin. Exactement, et il y a une très forte jalousie aussi entre les deux frères, deux demi-frères, Charles l'aîné de Frédéric, et là c'est une jalousie, on va dire, c'est presque l'histoire de Caïn et Abel, parce que ça va aller très loin, je ne vais pas en dire plus, oui. Mais ça va aller très loin au niveau de la vengeance de Charles. Je crois que nous en avons dit pas mal sur l'histoire. Moi, je voudrais revenir à votre écriture, que je trouve très belle. Et vous avez réussi franchement votre premier roman parce qu'il est terriblement complet, aussi bien par l'histoire que par l'écriture. Alors, dernière question, Sophie, c'est la question à laquelle tout le monde s'attend. Y aura-t-il bientôt un deuxième roman?
Ah, je l'espère, j'y travaille. Vous avez déjà une idée? Oui. L'idée est là, la moitié du livre plus ou moins est écrite. Ah, oui, mais c'est un premier jet, il faudra retravailler évidemment, mais j'espère trouver le temps pour le mener à bien, oui. Eh bien, Sophie, je vous remercie mille fois d'avoir consacré de votre précieux temps pour venir nous parler de votre excellent roman. Au revoir à tous et merci de nous avoir suivis sur ma chaîne YouTube.